première table ronde sur le système éducatif français, un modèle à réinventer. Je demande à Sonia Laprovoté, sénatrice du Calvados, de nous rejoindre. Sonia est secrétaire de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat. Un ami qui est déjà venu parmi nous, qui est un grand esprit de notre système médiatique, politique français, institutionnel. Je vous demande d'accueillir Frédéric Dabi, directeur général du groupe d'opinion IFOP. Merci Frédéric. On a aussi souhaité associer un grand professionnel de l'éducation nationale. Je vous demande d'accueillir Jean-Charles Ringard-Flamand, qui a été inspecteur général de l'éducation, des sports et de la recherche et qui a participé au comité de suivi de la réforme du lycée et du bac pour avoir aussi un avis. Enfin, pour animer ce premier atelier, je vous demande d'accueillir Bertrand Degnaud, vice-président de la région Normandie, en charge de l'éducation et des lycées. Voilà, nous ouvrons pour 45 minutes de débat. Je cède la parole à Bertrand. Merci. Bonjour à tous, je suis très heureux d'ouvrir cette première table ronde. Je ne vais pas être très long, je vais laisser nos trois spécialistes intervenir et vous présenter les choses. Je voudrais juste vous donner quelques grandes lignes sur les compétences de la région en matière d'éducation et puis quelques chiffres. Pour résumer, nous sommes propriétaires des murs, nous sommes propriétaires des chaises, des tables, propriétaires des ampoules, des ordinateurs, de tout ce qu'il y a à l'intérieur, sauf de tout ce qui est pédagogique, tout ce qui est enseignant, tout ce qui est programme scolaire. Ça n'est pas de la compétence de la région. Ça le sera, comme le dit Hervé Morin, peut-être un jour quand la Normandie aura proclamé son indépendance. Mais pour l'instant, non. C'est l'État qui gère tout ceci. Nous sommes propriétaires de tout ce qui est cantine, cuisine, le personnel de restauration, le personnel de ménage et du personnel région. Et tous ces gens, tout ce personnel est au service de 130 000 lycéens. Il y en a 100 000 dans les lycées publics, il y en a 30 000 dans les lycées privés et dans les maisons familiales. Et nous avons une politique globale pour l'ensemble de ces jeunes Normands. David disait que notre majorité était diverse. Eh bien, la jeunesse de Normandie, elle l'est aussi, et donc elle mérite notre attention au quotidien. Et c'est pour ça que nous investissons beaucoup. Plus de 580 millions pour les travaux dans les lycées dans le mandat précédent, et on entend bien poursuivre au maximum cet investissement. C'est 46 millions d'euros en dotation globale de fonctionnement pour les lycées par an, mais c'est aussi une forte action pour les lycées privés, pour les maisons familiales, parce qu'il n'y a pas une sorte unique d'enfants et de jeunes normands, il y en a plusieurs, et donc chacun doit pouvoir trouver son modèle de formation. Donc voilà les grandes lignes que je voulais présenter sur notre action de proximité, puisque nous sommes un échelon de proximité à la région Normandie. Je vais tout de suite donner la parole à Frédéric Dabi pour une petite présentation sur une étude qui vient d'être rendue par l'IFOP et qui va éclairer les débats. Juste avant, excuse-moi Frédéric, je vois que Hervé Morin et David Lisnard sont en train de finir de faire un tour des stands et qui vont nous rejoindre dans quelques instants. Frédéric, la parole est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je suis très content d'être parmi vous pour cette 10e fête de la pomme. Moi, personnellement, c'est ma 3e. Alors, en une dizaine de minutes, quelques éléments sur le rapport des Français à l'égard de l'école aujourd'hui. Et vous le disiez, on vient de publier une enquête dans le contexte de la rentrée avec, bien sûr, des indicateurs préoccupants. Moi, ce qui me frappe, c'est deux choses. À quel point l'avenir de l'école est associé au pessimisme français. On pose depuis les années 90 une question toute simple. Est-ce qu'on est optimiste ou pessimiste pour soi et ses enfants en pensant à l'avenir? Et il y a quelques jours, on a mesuré un niveau de pessimisme jamais atteint depuis 1995, 75% de pessimisme. Et dans le pessimisme de projection, qui est une spécificité française, c'est l'idée que ces enfants vivront, ou si on n'a pas d'enfant, un neveu ou une nièce, vivront moins bien dans la société de demain, et donc que l'école ne joue plus son rôle. Deuxièmement, le contexte d'opinion que nous connaissons, et
David en a parlé lors de son introduction, c'est ce sentiment de délitement, ce sentiment de déclin. Et quand on interroge les Français sur qu'est-ce qui symbolise le déclin, très rapidement, ils citent la situation de grandes institutions comme l'hôpital et l'école sort très rapidement. Notons que l'armée y échappe de manière extrêmement large. Donc on a ce double contexte qui fait que cette dernière enquête, IFOP Fiducial pour Sud Radio, a montré une sorte de dichotomie. D'une part, et ça a été dit par Catherine Morin-Desailly, l'éducation fait partie des préoccupations majeures des Français. Dans l'enquête qu'on a publiée, c'est la 3e, derrière la santé, derrière le pouvoir d'achat. Et de l'autre, c'est un enjeu qui est perçu comme un enjeu en déshérence parce qu'on a le sentiment que les politiques s'y prennent mal et n'obtiennent pas de résultats. N'oublions pas que le rapport de Français à l'égard du politique, c'est le politique doit avoir des solutions, le politique doit changer la vie. Alors, dans cette enquête, on retrouve ces différents ferments, pessimisme, déclin, l'idée que l'école fonctionne mal de manière globale et majoritaire dans le pays, et c'est la première fois que ça arrive, même s'il y a une hiérarchie, ou plutôt une dichotomie, entre d'un côté des échelons perçus comme des échelons d'excellence, maternelle, primaire, où on a le sentiment à 75%, 69% que les choses se passent bien. Par contre, et ça fait une dizaine d'années que c'est le cas, on a le sentiment que les choses fonctionnent mal au collège et au lycée, qui sont devenus les deux maillons faibles, sachant qu'il y a quelques années, c'était que le collège. Maintenant, le lycée a été, si je puis dire, contaminé. Donc, au-delà de cette dichotomie, quelques remarques. Je dirais que même tous les échelons sont touchés. Je parlais d'un bon score en maternelle et en primaire, mais on n'est pas dans une logique électorale où on va seulement s'intéresser à ce qui dépasse 50%. Il y a quand même 25% des Français et autant de parents. C'est un sujet tellement impliquant qu'il n'y a pas de différence entre les parents d'élèves et l'ensemble des Français. Un tiers des Français qui considèrent également que la primaire fonctionne mal. Et puis, ce qui est très nouveau et ce que cette enquête récente enregistre, c'est le sentiment majoritairement ressenti d'une dégradation tous azimuts qui touche les niveaux. La question est simple, c'est avez-vous le sentiment que les choses à l'école, dans le niveau scolaire suivant, s'améliorent, se dégradent ou n'a pas changé. 7 Français sur 10, quel que soit le segment de population, et surtout pour la première fois une majorité pour la primaire, ont le sentiment que les choses se sont dégradées. Alors, c'est bien sûr l'effet des classements PISA qui maintenant sont connus par les Français. On n'en parlait pas ces dernières années, vous le confirmerez, je pense. Et puis, l'idée aussi que, c'était une enquête IFOP d'il y a quelques années, l'idée que le système scolaire n'arrive pas à garantir à chaque enfant la même chance de réussite. La promesse républicaine est, si je puis dire, atteinte. Donc on a ce tableau particulièrement sombre dans un contexte où, compte tenu de cette urgence, compte tenu de cette inquiétude des Français dans le contexte de pessimisme et de déclin que je viens de rappeler, il y a une évolution du regard de l'opinion sur les missions de l'école, sur les missions fondamentales. Plus que jamais, on est sur une logique back to basics, pardon de parler anglais que je parle d'ailleurs très mal, retour aux fondamentaux. L'école, c'est avant tout transmettre à chacun des connaissances et des savoirs de base. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que l'espoir, Jean-Michel Blanquer, le fait que jusqu'en 2019-2020, il a eu une cote d'opinion très forte, c'était le sentiment qu'il allait remettre l'école sur ses pieds et faire revenir les enseignements sur ce retour aux fondamentaux. Ce qui est très intéressant, la situation est jugée tellement grave que ce sentiment de retour aux fondamentaux écrase tout. Il y a encore une dizaine d'années, on avait une sorte de bataille d'Hernani qui était à quoi sert l'école ? Transmettre des savoirs ou former chacun à un métier. On a reposé la question en 2022. La dernière fois, c'était en 2017. L'idée que l'école doit permettre à chacun de trouver un emploi a reculé de 10 points. Montre que c'est plus le sujet. Alors, c'est aussi le contexte particulier où le chômage est en baisse, où le chômage, et il faut le dire, ça peut apparaître très surprenant, n'est plus une préoccupation pour les Français. L'injustice suprême, ce n'est plus être au chômage, mais avoir un travail qui paye mal, toute cette focalisation sur le pouvoir d'achat. De la même manière, et c'est le reflet de cette forme de gravité,
former des citoyens qui étaient vus il y a encore quelques années comme une mission qui était quasiment équivalente à la transmission des savoirs fondamentaux, recule également de 10 points. Compte tenu de la crise, on est sur cette attente majeure. Et si j'ai encore un tout petit peu de temps, quand on interroge les Français sur les solutions, alors bien sûr, les constats sont très sévères, les solutions sont peut-être un petit peu plus attendues. Je veux souligner ici à quel point il reste, presque 2 ans après son assassinat, un traumatisme Samuel Paty. C'est-à-dire à quel point les Français, quand on les fait travailler spontanément sur ce qui les a marqués ces dernières années, on n'a pourtant pas été avare en crise et en traumatisme, l'affaire Samuel Paty, la décapitation de cet enseignant à Conflans-Sainte-Honorine, sort de manière massive une rupture anthropologique, l'idée que l'école n'est plus un sanctuaire, et ça imprègne les attentes des Français qui voient comme clé de voûte pour résoudre les problèmes de l'école les enseignants. Dans l'enquête à laquelle vous faites référence, quand on les interroge sur les mesures prioritaires, la hiérarchie montre qu'elle concerne systématiquement les enseignants. D'abord, mieux les former, et quand on voit l'actualité récente avec ces formations de 4 à 5 jours, on n'est peut-être pas dans une logique de réponse aux attentes des Français. Mieux les évaluer, et puis recruter davantage d'enseignants. On est passé de 2013 à 2022 de 32 à 56%, plus 24 points. C'est rare que dans une enquête d'opinion sur un sujet aussi, je dirais, balisé, on ait une évolution si forte. Viennent ensuite accorder plus d'autonomie aux chefs d'établissement, et puis dans cette logique de promesse républicaine qui n'est plus respectée, mieux répartir les moyens entre les territoires. C'est les attentes majeures, bien sûr, et ça a fait l'objet de beaucoup de prises de parole politiques et médiatiques. La question du respect du principe laïque est également je dirais, une attente majeure, y compris chez les sympathisants de gauche, y compris chez les sympathisants de partis de la NUPES qui, on va dire calmement, prennent parfois des écarts ou ne sont plus sur la logique d'une laïcité historique. En tout cas, le tableau est bien sûr, sans surprise, relativement noir dans ce contexte plus large d'un déclin français, et c'est un sujet sur lequel, plus que jamais, les Français attendent les politiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a le sentiment que c'est surtout le rôle de l'État qui est concerné et qui est critiqué un petit peu dans votre étude sur l'aspect les manques et la décrépitude. On peut parler de la vision de l'éducation par les Français, par les parents d'élèves. Monsieur l'inspecteur général, vous avez une dizaine de minutes aussi pour essayer de nous montrer quelle analyse vous faites de cette étude et de votre vécu, et la mission qui est la vôtre de réfléchir sur cette réforme du bac et du lycée que vous avez en charge en copilote par le ministère. Et puis j'ajouterais que sur ce qui est Samuel Paty et la laïcité, etc., mon sentiment, mais ça c'est purement personnel, on pourra peut-être en parler, c'est que on se refuse de parler de certains sujets par trouille, alors qu'on devrait au contraire parler de ces sujets-là, et que ce n'est pas en les taisant qu'on résout quoi que ce soit, et ce n'est pas en refusant de parler de religion et de faits religieux qu'on va faciliter les choses. Au contraire, la nature a horreur du vide, et je peux témoigner qu'il y a certaines associations et de cours du soir qui se permettent de combler à leur façon les manquements, et qu'on pourrait y réfléchir. Mais vous avez la parole pour voir si vous êtes d'accord ou non avec l'étude présentée par Frédéric Dabi. Bien, merci d'abord pour l'invitation. Je remercie le président pour m'avoir sollicité afin de vous proposer un regard d'expert. Donc un regard d'expert, ça veut dire c'est un regard parmi d'autres. Et la notion d'expertise est relativement, là aussi, tout à fait relative. Bon, pour autant, en m'inscrivant dans les propos qui viennent d'être indiqués, je voudrais vous soumettre sans doute 3 idées. La première idée, je vais dans le prolongement de notre collègue. Le président de la République, devant les recteurs et les inspecteurs d'académie le 25 août, à la Sorbonne, 25 août 2022, a dit « il y a un malheur français ». Je reprends son expression, ça sera ma première idée. Quelle est la réalité fondamentale du malheur français, à savoir le fonctionnement du système éducatif? La deuxième idée, il y a sans doute des leviers d'action. Je
vais essayer de vous proposer, modestement, humblement, et dans les temps impartis, 2-3 pistes, y compris peut-être tordre le cou à quelques propos entendus ici ou là sur les conditions de la rentrée, notamment sur la situation des enseignants, et des contractuels en particulier. Puis le troisième point, je voudrais aussi évoquer le rôle des collectivités, qui sont, de mon point de vue, essentiels aujourd'hui, et qu'on sous-estime, ou en tout cas, qu'on ne veut pas fondamentalement reconnaître, eu égard pour autant aux lois de décentralisation qui existent depuis 82-83. Je rappelle à ce point que la particularité du système éducatif français, c'est qu'il est fondé sur des compétences partagées. Les communes ont des compétences, les départements ont des compétences, les régions ont des compétences qui s'associent aux compétences de l'État, et c'est l'ensemble des compétences qui fait que la machine, entre guillemets, système éducatif français peut fonctionner. Or, est-ce que nous avons une fluidité fonctionnelle dans ce partage de compétences? C'est un vrai sujet, me semble-t-il. Ce sera la troisième idée que je vous proposerai. Alors, le premier point, donc, il y a un malheur français. Il y a un pessimisme. Il y a un déclin. Est-ce que la perception statistique et la perception d'opinion qui est ici proposée se conjuguent avec une réalité, on va dire, des résultats du système? L'inspecteur général honoraire que je suis est au regret de vous annoncer que oui. Notre système n'est pas assez performant par rapport à la 7e puissance mondiale que nous sommes. Il n'est pas assez efficient par rapport aux moyens que nous y consacrons et à l'usage des moyens. Et il est discriminant dans sa réalité de gestion des inégalités. Alors, en 2 mots très simples, sans pour autant gommer, j'insiste quand même, qu'entre 1970 et 2000, la France a rattrapé son retard d'éducation. Mais bon an, mal an, depuis une vingtaine d'années, on est en panne. D'aucuns diraient, mieux que moi, on est en panne d'ascenseur social. Et ça fait une vingtaine d'années que, quelles que soient les politiques, vous voyez bien, je parle à des élus, donc depuis 20 ans, quelle que soit la majorité, quelles que soient les majorités, on a malheureusement un décrochage de la France par rapport aux performances. Je vais vous citer quelques chiffres très simples, je ne vais pas vous abreuver. Notre collègue vous a cité PISA. Qu'est-ce que c'est PISA? PISA, c'est un thermomètre international fondé par l'OCDE, qui est un organisme international et qui fait que depuis 2000, chaque année, tous les 3 ans, les élèves de 15 ans sont évalués, qui en français, qui en mathématiques, etc., sur des données, des exercices qui sont communs de manière à gommer les disparités culturelles des pays. Bon. En 2000, la France était au 13e rang. Je rappelle que nous sommes la 7e puissance mondiale. En 2009, nous passons au 23e rang. En 2018, nous sommes au 26e rang sur 79. Voilà la réalité. Ce qui veut dire que, quelle que soit l'évolution, nous sommes, malheureusement, même s'il y a une relative stagnation depuis une dizaine d'années, dans une situation de moindre performance du système éducatif français. Deuxième élément, il n'est pas performant, il n'est pas efficient. La dépense intérieure d'éducation, c'est globalement, ça a été dit par monsieur le Président, c'est à peu près 160 milliards annuels. Dans ces 160 milliards, ça représente 7% du PIB, produit intérieur brut. Globalement, c'est pas énorme, c'est la moyenne européenne. Je dis, Monsieur le Président, on pourrait faire mieux. Mais quand on regarde la manière dont les 7% sont utilisés, on voit bien que depuis 1980, les dépenses n'ont cessé d'augmenter et corrélativement, les performances diminuent. Il y a quand même un hiatus. Je ne jette la pierre à personne, je fais simplement le constat. Les dépenses ont augmenté, les performances ne sont pas au résultat. Et on voit bien par ailleurs que quand on analyse la manière dont ces 7% de PIB relativement à l'éducation sont utilisés, il y a objectivement des usages de moyens qui mériteraient d'être interrogés. La question de l'efficience, pardon, je m'adresse à des élus, et je suis un représentant, autant que faire se peut, de la fonction publique d'État. Ce n'est pas un vain mot. La question de l'efficience, c'est le rapport qu'il y a entre objectifs, résultats et moyens. Est-ce qu'on a mis les moyens qu'il convient de faire? Je pense qu'il n'y a pas assez pour l'éducation, je me permets de le dire. Il y a besoin d'investir dans l'éducation.
Mais non seulement il y a besoin sans doute d'investir, mais il y a aussi besoin de se poser la question de la manière dont nous utilisons les moyens et à quel usage et pour quelle fin, FIN. Le troisième élément, c'est ce qui est relatif en quelque sorte à ce qui est une originalité de la France. Savez-vous avec quel pays au niveau de l'OCDE? Avec la Bulgarie et le Pérou. Nous sommes le troisième pays au monde à être socialement le plus discriminant. Nous avons la particularité d'avoir un système éducatif qui est inégalitaire. Cette inégalité, elle a trois fondements. Elle a d'abord un fondement social. C'est-à-dire que le destin scolaire est largement déterminé par l'origine sociale des ménages, c'est-à-dire les parents, c'est-à-dire nous. Deuxième élément, je pense que je vais faire plaisir à la présidente de la commission que j'ai vue il y a quelques mois au Sénat. S'agissant des femmes, journée des femmes, le 8 mars, s'agissant des femmes, c'est aussi une discrimination. Parce que non seulement on a une discrimination d'origine sociale, mais on a une discrimination de genre. C'est-à-dire que selon qu'on soit garçon ou fille, nous n'avons pas le même destin scolaire. Je vais vous donner une petite information très simple. Vous êtes parents ou grands-parents, je vous le souhaite, moi je suis grand-parent. Donc forcément, j'ai accompagné une de mes dernières petites filles en CP, là, il y a quelques jours. Lorsque Pauline fera ses évaluations de fin de CP, à la fin du premier trimestre et à la fin du second trimestre, en mathématiques, elle aura à peu près les mêmes performances que le petit Hervé, sans mauvais rapport, elle aura à peu près les mêmes performances que le petit Hervé. Ils ont le même âge, ils sont dans la même classe d'âge. Sauf que, à la fin de l'année de CP, Hervé aura meilleurs résultats que Pauline. Et si on continue la trajectoire scolaire jusqu'à l'entrée de seconde, là, l'écart sera très important. Mais pire encore, en matière d'autocensure d'orientation, Président, vous avez parlé d'orientation tout à l'heure. En matière d'autocensure d'orientation, Pauline va dire, moi, les études scientifiques, ce n'est pas mon affaire. Je ne ferai pas de maths. Je ne ferai pas de numérique. Par contre, j'irai dans les métiers du care, du soin, ou j'irai prof des écoles. En revanche, si je suis Hervé et que je continue, oui, je m'intéresserai sans doute à la filière scientifique. La situation genrée participe des inégalités sociales. Troisième élément d'inégalité, les inégalités territoriales. La France, au niveau de l'Europe, pas simplement des pays de l'OCDE, est celui qui a, là encore, selon qu'on est en milieu rural, rural isolé, en milieu urbain, périurbain ou périphérique, on a là encore des destins scolaires qui sont liés à l'endroit où j'habite. Donc vous imaginez, mes amis, quand vous cumulez les trois, origine sociale, genre, territoire, pardon, mesdames, si vous êtes une fille d'origine modeste, vivant en milieu rural isolé, votre probabilité de réussite scolaire est faible. Par conséquent, ces trois éléments, nous avons un système qui n'est pas assez performant, nous avons un système qui n'est pas assez efficient, nous avons un système qui est inégalitaire, doit objectivement interpeller. Pourquoi? Parce qu'il y a trois risques majeurs et qui sont en cours. Le premier risque, c'est indiscutablement le risque du décrochage de la France. Dans une économie de la connaissance qui caractérise aujourd'hui plus qu'hier l'économie, la 7e puissance mondiale ne peut pas se satisfaire d'un système éducatif qui aujourd'hui est à ce rang de performance. Donc nous avons un risque de décrochage. Le deuxième point, c'est que nous avons un risque de désunion au sein de la nation. Le poids des inégalités n'est pas sans répercussion. Ce qui se passe à l'école,
L'école est le miroir de la société. On fait jouer d'ailleurs trop souvent à l'école des responsabilités qui ne sont pas seulement celles de l'école, je me permets de le dire, à cette rentrée notamment. Bon. Mais pour autant, force est de constater que le jeu des inégalités, la combinaison des 3 formes d'inégalités que j'exposais tout à l'heure, est un élément, est un creuset de désunion au sein de la nation. Je ne parle pas de l'État, là, je parle de la nation. Puis le 3e élément, qui est à mes yeux, mais sans doute parce que je suis un vieux hussard de la République, vieux hussard noir, c'est que ça touche les valeurs fondamentales de la République. La question de l'école, ce n'est pas simplement le niveau de performance des élèves. La question de l'école, c'est le creuset social de notre société. La question de l'école, c'est le fondement de la République. Et donc, ne pas agir sur l'école, vous voyez à quel point ça peut avoir les conséquences de décrochage de la France, de désunion sociétale et par ailleurs, élément républicain. 2e élément, je vais faire vite, ou plus vite. Une fois qu'on a fait ce constat, vous voyez que le pessimisme, ce que j'essaye de dire, c'est que finalement, l'opinion qui traduit une forme de pessimisme, finalement, ça traduit aussi une forme de réalité. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de décalage majeur. Pour autant, 2e remarque que je voudrais vous proposer en termes de levier d'action potentiel. L'école, l'éducation devrait être un trait d'union, quelles que soient les options politiques. Je m'autorise à le dire, moi qui suis par nature soumis à neutralité, hein, parce que l'enjeu, avec les risques que j'ai évoqués, est tel qu'on devrait au moins trouver accord, minima, là-dessus. Le président de la République fait du second quinquennat l'éducation une de ses majeures priorités. La Première ministre a présenté une feuille de route avec 8 chantiers. Le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, a déjà exprimé un certain nombre d'intentions, notamment sur l'objet des inégalités, liées sans doute aussi à son cursus universitaire. Donc il y a des options qui sont prises. Ce que je veux essayer de dire en termes de levier, c'est qu'aujourd'hui, la question n'est pas simplement de constater. La question est de faire et d'agir. Faire, qu'est-ce qu'on a comme potentiel levier? Il y a, me semble-t-il, alors sans être exhaustif et pour faire vite, il y a 2-3 leviers qui apparaissent évidents aujourd'hui. On ne peut pas se contenter d'avoir un système qui ne produit pas des performances à la hauteur de cette 7e puissance mondiale. Des options ont été prises, notamment par le ministre Blanquer, des doublements des classes de grande section CP, CE1, etc. Il y a des efforts à faire. Le rapport entre taille des classes, notamment au début de primaire, j'insiste, hein, notamment au début de primaire, est une forme d'action potentielle. 2e élément, on ne peut pas se contenter aujourd'hui d'une gouvernance du système, qui soit par trop descendante. Certes, l'État a la compétence du service public d'enseignement, j'insiste, hein. L'éducation est beaucoup plus large, la formation est beaucoup plus large. Et donc, s'agissant de la gouvernance, le fait qu'on soit davantage dans une démarche partenariale, de respect des uns, de respect des autres, et, j'insiste du coup, c'est une suggestion que je fais, la notion de contrat. Je pense de plus en plus qu'aujourd'hui, et tu l'as dit fortement, sur la notion d'autonomie des établissements scolaires, attendez, permettez-moi de dire, autonomie, c'est... Oui. Autonomie, ce n'est pas indépendance, et autonomie ne veut pas dire que je fais tout et n'importe quoi. Non, l'autonomie, c'est une mise en responsabilité, c'est différent. Mais ça suppose qu'il y ait une contractualisation. Contractualisation d'objectifs et de moyens, contractualisation de gestion, entre, par exemple, si je suis au niveau de l'unité des établissements, région ou département selon le type d'établissement, et naturellement l'État. Donc on est dans une démarche de contrat tripartite. J'insiste beaucoup sur la nécessité qu'aujourd'hui, pour fédérer les énergies et les initiatives, il y a besoin de cette approche-là. 3e et dernière remarque, et pour conclure, pardon si j'étais un peu long, mais l'enjeu en valait, je pense, la chandelle. 3e élément, ça veut dire que du coup, s'agissant des collectivités, je termine là-dessus, s'agissant des collectivités, elles doivent plus qu'hier, alors que les lois de décentralisation ont accru les compétences des collectivités. Il n'en demeure pas moins qu'elles ne sont sans doute pas assez reconnues, et j'insiste là-dessus, sur leurs compétences, sur leurs prérogatives,
Je rappelle que les collectivités, dans ce que je disais, la dépense intérieure d'éducation, représentent à peu près 24%. Donc un quart des dépenses intérieures d'éducation, c'est les collectivités. Vous ne pouvez pas être partenaire, enfin, y compris notamment sur la voie professionnelle, y compris notamment sur les parcours d'orientation et l'ensemble des dispositifs de formation, notamment entre collège, lycée et enseignement supérieur. Donc ça veut dire que la dimension reconnaissance des compétences des collectivités territoriales et rôle moteur dans le développement des territoires est essentiel à mon point de vue, s'agissant des collectivités. Merci beaucoup. Votre intervention confirme la passion qu'on peut avoir pour la jeunesse. Je pense que David abondera également. Je voulais juste préciser, en ce qui concerne le rôle de la région, jamais la région n'a autant investi pour la jeunesse de Normandie depuis l'histoire, depuis le début de la compétence décentralisée. Jamais on n'a fait autant. Et la notion de contrat nous intéresse beaucoup. On arrive parfois à contractualiser et à discuter facilement avec des interlocuteurs agréables, simples et faciles. C'est parfois un peu plus difficile, un peu plus tendu, et c'est bien dommage. Vous parliez tout à l'heure de nation, de lien national et de creuset important pour nous. Nous avons une sénatrice, donc une élue nationale qui connaît bien ces sujets-là, qui représente aussi les territoires. Donc Sonia, est-ce que tu peux nous dire, toi, réagir à ce qui a été dit et puis nous donner ta vision des choses, parce que je sais que tu y travailles beaucoup et que tu es aussi une maman, donc tu as une vision complète. Donc la parole est à toi. Merci beaucoup, Bertrand, de cette entrée en matière. Et le fait d'être maman n'est pas un élément négligeable dans l'affaire, dans l'équation, parce que ça permet de voir une relative évolution de ce que l'éducation offre et promet aux enfants, notre éducation nationale, notre école de la République, depuis un certain nombre d'années, et de voir à quel point ça bouge tout le temps. Et donc, je pense que ça, c'est un élément qui doit être mis en évidence. Alors, ça bouge tout le temps. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a, au bout d'un moment, probablement... alors, je suis complètement d'accord sur les diagnostics et sur les éléments qui ont été soulevés, la perte d'attractivité, cette forme de disparition de la promesse républicaine et de l'ascenseur social, une augmentation des inégalités vraiment patentes et flagrantes, territoriale, sociale, de genre aussi. Et on voit bien que tout ça ne s'est pas réglé, mais ce qui, quelque part, occupe une grande part de désolation dans l'esprit, en tout cas de ceux qui sont convaincus que l'école de la République est à la fois le ciment, l'avenir de notre pays, et des valeurs que notre pays porte, qui sont pour l'instant inchangées et auxquelles on tient autant, celles qui sont au fronton de notre République, eh bien, on voit bien que le précédent débat pour la présidentielle, pas celui-là, celui d'avant, avait déjà les mêmes constats, et que finalement l'évolution n'est pas flagrante, et on pourrait même considérer qu'il y a une part d'aggravation finalement dans cette promesse qui avait été faite d'améliorer une situation qui déjà était le fruit d'un constat extrêmement sévère il y a 6 ans. Et quand je dis il y a 6 ans, on voit bien que ça fait une vingtaine d'années qu'il y a une perte de confiance, et je pense que c'est peut-être un des éléments les plus graves et un des symptômes les plus violents de tout ça. Les Françaises et les Français n'ont plus confiance dans leur école. C'est-à-dire que c'était une fierté, l'école de la République, et il y a une perte de confiance. Et pire encore, il y a une défiance. Une défiance. En témoigne l'augmentation de l'instruction à domicile. Donc on a mis des contraintes, etc., au travers de la loi, parce qu'on a beaucoup légiféré, et pas légiféré comme la réforme du baccalauréat, c'est-à-dire que c'est pas passé par la loi, mais c'est quand même une réforme majeure. Et donc on a fait beaucoup de choses en 5 ans. Mais en réalité, il y a une aggravation, une perte de confiance, et puis
finalement l'idée que la violence est rentrée, la société est rentrée, l'école n'est plus un sanctuaire, quand on a mis nos enfants, on n'est plus protégé, et donc plus d'instruction à domicile, c'est une évidence. Donc on va mettre plus de contraintes, mais en réalité, c'est comme si on mettait un pansement sur une fracture, quoi. On n'est pas, c'est dans la réalité de la problématique. Ce symptôme-là, il doit être analysé comme étant, on casse pas le thermomètre. Il faut quand même régler le problème de l'instruction à domicile. S'il y a une demande, c'est qu'il y a un besoin, c'est que l'école ne répond pas à un certain nombre d'accompagnements et à cette fameuse demande de confiance de la part des parents. Et puis, il y a tout ce qui est développement des écoles hors contrat. Donc les écoles qui sont confessionnelles, évidemment, dont on sait, quelle que soit la religion qu'elles échappent, et elles échappent encore en grande partie aux écrans radars de la République. C'est des enfants qui ne sont pas dans les écrans radars de la République. Il faut quand même avoir bien conscience que c'est ça. Mais il y a aussi le développement de tout ce qu'on appelle les pédagogies alternatives, hors contrat. Parce qu'il y en a qui sont en contrat. Hors contrat, ça veut dire que le projet pédagogique tel qu'il est présenté n'est ni vérifié ni contrôlé, ou en tout cas dans la mesure de ce que l'éducation nationale peut produire pour contrôler et vérifier ce qui s'y passe. Et les enfants ont besoin d'être évalués. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se laver les mains de considérer que école et collège, eh bien, ça se passe comme ça et on ne sait pas. Et puis après, on retourne au lycée et on découvre des enfants qui ont eu des parcours éducatifs qui nous ont échappé. Alors, on a beaucoup légiféré, je voulais le dire quand même, parce que l'école, on en parle beaucoup. Voilà. Mais on a beaucoup fait. Donc, on a interdit le portable au collège et à l'école. Voilà, c'était une loi. On a voté un texte de loi pour l'école de la confiance avec la scolarisation à la maternelle obligatoire des 3 ans, qui était un élément, pour le coup, probablement d'inégalité sur le territoire et qui a certainement favorisé pour un certain nombre d'enfants qui échappaient complètement au système. Et il y a une prise en charge de vigilance de la part de la République, de pouvoir rentrer dans un système où ils étaient accompagnés. On a voté un texte de loi sur les directeurs d'école parce que brutalement, comme ça, après un protocole de 64 pages et au moment de la Covid et à un moment incroyable où on s'est rendu compte que les directrices et directeurs d'école faisaient l'alpha et l'oméga du bon fonctionnement de l'éducation et étaient un des premiers remparts et garants de ce qu'on pouvait apporter aux enfants et de ce que le pays et la République pouvaient apporter aux enfants. Donc il y a eu une proposition de loi pour les directeurs et les directrices et les directeurs d'école. On a reconnu leur rôle. Voilà, les couteaux suisses de l'école ont vu leur rôle reconnu par la nation. L'instruction à domicile, donc ce fameux contrôle renforcé. Il y a eu donc la proposition de loi pour les écoles hors contrat, de façon à permettre quand même un minimum à l'éducation nationale, aux juges et aux maires, de pouvoir aller regarder ce qui se passe dans ces écoles-là. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a une augmentation. L'augmentation, elle est pas faible. C'est-à-dire qu'on est aux alentours de 200 000 enfants qui sont dans des écoles qui ne sont pas sous contrat. On était, il y a 15 ans, à 40 000, 50 000. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. On ne va plus dans l'école de la République comme ça, sereinement. Et puis, donc, il y a eu cette fameuse réforme du baccalauréat qui entraînait une réforme complètement substantielle, énorme du fonctionnement du lycée. Donc c'est comme si on avait réformé le lycée, mais on ne l'a pas réformé, donc on nous propose maintenant de réforme du lycée, après avoir réformé le baccalauréat qui est quand même mis en place depuis 3 ans désormais. Le dédoublement des classes de grande section, CP-CE1, la réforme de l'éducation prioritaire qui est en cours, dont on n'a pas l'évaluation, qu'on aurait dû avoir déjà depuis 1 an et demi et qu'on n'a pas. Enfin voilà, donc voilà. On a fait beaucoup de choses et puis on en est là, le même constat, une stagnation au mieux, une légère aggravation, voilà, si on veut être un petit peu honnête sur les chiffres. Cette perte de confiance dans l'éducation est donc un besoin essentiel d'avoir une vision systémique de l'école,
et à commencer par un retour de la confiance dans l'école de la République. Moi, je pense que c'est la première chose à laquelle il faut s'atteler, c'est ce retour de la confiance. Le retour de la confiance, ça veut dire l'école est à nouveau un sanctuaire, l'école répond à nouveau à la promesse républicaine, et puis le métier d'enseignant, de terrain. Parce qu'il y a eu des suppressions de postes dans l'éducation nationale. C'est des postes de terrain. Voilà. Et puis du coup, on a du mal à en retrouver des gens qui sont motivés pour aller enseigner sur le terrain. Quand on regarde les grandes masses budgétaires de l'éducation nationale, alors on parle de la grande institution, ce qu'on a appelé caricaturalement le mammouth à une époque, eh bien c'est toujours des postes de terrain, en grande partie, qui ont été supprimés. Et donc ça nous interroge quand même. Parce que ces fameux essentiels pendant la Covid, eh ben c'est ceux-là que depuis 20 ans, on supprime parce qu'il y a moins d'enfants. Et la variable d'ajustement du budget de l'éducation nationale, ça a été la suppression des enseignants sur le terrain, des fermetures de classes et des fermetures d'écoles en milieu rural, dans les quartiers prioritaires. Moi, je connais bien, je sais comment ça s'est passé dans ma ville. On ne peut pas, au bout du bout, accuser l'éducation nationale de ne plus faire son job républicain, et puis ne pas regarder les décisions qui ont été prises politiquement, qui ont fait qu'elle n'a plus les moyens de faire le job. Parce que c'est pas la DGESCO, la direction générale de la scolarité scolaire à Paris, au ministère, qui fait qu'on est aux côtés des enfants sur le terrain. C'est l'enseignant qui est auprès des enfants sur le terrain. C'est l'enseignant qui sait comment ça se passe, c'est l'enseignant qui connaît les besoins. C'est l'enseignant qui participe à ce grand destin collectif de la formation des adultes de demain et qui a conscience que pour y participer et le réussir, il y a un certain nombre de messages à transmettre, il y a un savoir-être, un savoir-faire à transmettre. Il y a aussi une égalité à redonner, il y a un accompagnement particulier et les moyens ne sont pas donnés puisque quand on est moins nombreux, quand les écoles sont plus grandes, quand les classes sont plus numériquement renforcées comme au collège, parce qu'à l'école, on est mis à 25 à peu près en moyenne, mais au collège, il y a des classes qui sont quasiment à 40. À 40. J'en connais au moins une, donc donc je peux répondre. On est entre 30 et 40, on est à 35, 36, 37, si, c'est pas rare, j'en connais quelques-unes. Eh bien, on voit bien qu'on ne peut pas accompagner chaque enfant pour lui fournir ce qu'il devra après fournir au lycée avec cette fameuse réforme du baccalauréat, à savoir un choix éclairé sur son destin individuel. Comment peut-il faire s'il n'y a pas l'environnement familial, s'il n'y a pas dans son entourage un certain nombre de personnes qui ont la capacité à l'orienter, à l'aider, à trouver ses compétences, pas que ses appétences, parce que si on leur demande là aux jeunes, et je caricature après à peine ceux de 10-12 ans, cette génération-là, qu'est-ce que vous allez faire plus tard ? Youtubeur, hein, parce que voilà, c'est comme si c'était un métier et ça rapporte, donc c'est bien. Ça vous fait sourire, mais c'est à peine. Il y en a qui sourient là et qui savent pourquoi je dis ça. Et en réalité, eh bien, il faut bien que l'école pallie aussi cette carence. Et pallier la carence, c'est avec les régions avoir un vrai service de l'orientation, de vraies connaissances des métiers, et que ça, c'est pas aux professeurs des écoles de le faire. On le sait très bien, c'est bien à ceux qui connaissent et aux collectivités et d'accompagner pour le faire. Ce choix éclairé, il est essentiel parce que le choix éclairé, c'est là que s'il n'est pas là, il y a la principale inégalité qui n'est pas réglée. Parce qu'on va vers ce qu'on connaît dans les choix qu'on fait. Et si on ne connaît pas l'étendue des métiers, si on ne connaît pas ses compétences, parce qu'on aime ses compétences, ce en quoi on a un potentiel et qu'on n'a pas découvert qu'on avait ce potentiel. Si on ne connaît pas tout ça, on ne peut pas choisir les bonnes matières pour choisir la bonne évolution, le bon baccalauréat derrière et la bonne orientation quand on remplit ce monument, technocratique qu'est Parcoursup, le grand moment d'angoisse que connaissent tous les parents quand ils doivent inscrire leurs enfants à l'université, puisque c'est les jeunes qui doivent le faire. Et je dois vous dire vraiment que Parcoursup a été non seulement un élément bloquant
de l'envie d'avenir pour un grand nombre de jeunes et a surtout été un élément extrêmement discriminant parce qu'un certain nombre de jeunes sont accompagnés pour remplir, mais quand on ne connaît pas, quand on n'est pas accompagné, je vous assure que Parcoursup, c'est juste un couperet qui tombe, qui met les jeunes en panique et qui ne leur permettent pas de se projeter dans ce qu'ils vont faire après le baccalauréat. Donc il y a un certain nombre de sujets à traiter, des réformes qui ont été mises en place là, qu'il va falloir absolument réviser. Et donc s'il y a une réforme du lycée, surtout par pitié, que cette réforme du lycée soit adossée à ce qu'il aurait été nécessaire de mettre en place avant, une vraie réforme de l'orientation et des vrais moyens mis dans l'accompagnement pour qu'un jeune, quand il arrive dans le système scolaire, chemine personnellement, intimement presque, vers ses envies, vers son destin, et que l'école de la République lui ait apporté ce dont il avait besoin, les outils dont il a besoin, en lien avec les collectivités, en lien avec le territoire, et pour que ce ne soit pas que son environnement qui décrive son destin individuel. Voilà. L'école du choix éclairé, je pense que c'est essentiel, et pour le coup, les régions ont un rôle essentiel à jouer dans le domaine sur l'orientation et la formation. Merci Sonia, effectivement. On est tout à fait prêt à participer à la discussion sur la réforme du lycée. On est sur le terrain tous les jours, on voit où on met nos budgets, on est au quotidien auprès des élèves et des enseignants, donc on peut le dire. Et puis aussi Parcoursup, c'est aussi un des signaux qu'on peut envoyer parfois aux jeunes, le mauvais sentiment qu'ils ne valent rien, qu'ils sont dévalorisés, que leur bac ne vaut rien par rapport à celui que passaient leurs parents, leurs grands-parents, ce qui est un très mauvais message à leur faire passer. Si on veut redonner la confiance en l'école, il faut qu'on commence à redonner confiance à la jeunesse par un message beaucoup plus positif, parce que cette jeunesse vaut le coup. Frédéric Dabi, un mot de conclusion très rapide. Oui, je voulais parler de Parcoursup, mais Sonia l'a fait. C'est vrai que le mot-clé, c'est la confiance. Et dans le rapport des Français vis-à-vis du politique, la confiance est centrale. La confiance, c'est quoi? C'est changer la vie, c'est obtenir des résultats. Ce qui, vous avez très bien dit, c'est cette inefficacité. On met des moyens, mais on arrose le désert, si je puis dire. Et c'est toutes ces inégalités que vous avez rappelées, sociales, de genre, territoriales. Et c'est en ça que l'école n'est pas, si je puis dire, isolée. Elle est vraiment dans la cité. L'école est dans la cité. Donc tout ce que vous dites, Parcoursup, etc., ça fait que ça sape les croyances dans les fondements des valeurs de la République. J'ai commis un livre sur la jeunesse l'année dernière et on voit très bien que ce sont les jeunes qui sont les plus nombreux à dire que les valeurs de la République, notamment l'égalité, les valeurs ne sont pas assez, assurées, ne sont plus respectées. Alors, quand même, dernier point pour qu'on puisse avoir du temps, la question des compétences partagées. L'échec de l'école, vous le disiez, c'est l'échec de l'État, c'est l'échec du fait politique. Et on voit spontanément dans nos enquêtes qualitatives, et là, le Covid a eu un effet accélérateur. On a vu l'État mal géré, on a vu les collectivités, les régions, les grandes villes suppléer parfois les défaillances de l'État. Il y a des vraies questions sur un meilleur partage des compétences, un rôle plus important pour l'école. Ça va de pair avec cette idée d'autonomie des différents établissements, laisser aussi l'enseignant maître de sa classe, tout ça. Alors, si quelqu'un parle de libéralisme, il est mort, puisqu'on sait très bien que c'est un mot Voldemort. Il suffit de le prononcer pour être, si je puis dire, grillé dans le champ politico-médiatique. Mais de plus en plus, les Français qui en plus voient mal ce partage des compétences, ils ont compris que les régions font les lycées, les collèges, les départements, les collèges et encore quelque chose, cette logique de contrat, cette logique de réciprocité pour avoir ces résultats, pour moi, c'est le chemin le plus sûr pour le retour de la confiance, qu'il faut le dire, n'est plus là et ne touche plus seulement l'écosystème scolaire, touche l'ensemble de la société. Merci beaucoup à tous les trois. Vous avez pu constater que la passion, on l'a tous pour la jeunesse de Normandie, la jeunesse de France, pour vous, monsieur l'inspecteur général, en tout cas, avec une meilleure articulation entre nos visions des choses, nos moyens et notre
notre capacité à agir au quotidien pour les collectivités, et puis une meilleure vraiment articulation et une vision et une confiance dans le public auquel on s'adresse, et une valorisation amèneront à de beaux succès. Il y a de l'avenir, la jeunesse le mérite, et sachez que nous, en tout cas ici en Normandie, on donne le maximum. David, pour l'apprentissage, la formation, l'orientation et tous les services de la direction des lycées et de la jeunesse pour la Normandie. On donne tout pour la jeunesse de Normandie, qui est la plus belle de France. Merci encore à vous trois de votre passion et de votre présence. Merci pour tout.